Merci, Monsieur le Président. Merci les membres de GRI d'avoir accepté de juger mes travaux de recherche. Donc aujourd'hui, je vais présenter ma thèse intitulée Complexity Reduction of VVC Encoder using Machine Learning Techniques for the Anti-Prediction, qui a été réalisée entre le laboratoire IETR de l'ENSA de Rennes et le laboratoire LETI de l'INI Sfax Tunisie. Voilà, je m'excuse. Donc, ma présentation est planifiée comme suit. La première partie est réservée au contexte et motivation de la thèse, puis la deuxième partie présente une étude approfondie de la complexité de la prédiction intra, et ensuite plusieurs optimisations faisant le module de la prédiction intra de la norme VVC sont présentées, et finalement, la dernière partie est réservée une conclusion et perspective. Commençons par la première partie. Comme on peut le voir ici, la vidéo numérique présente aujourd'hui une vraie tendance avec l'apparition de plateformes de vidéo à la demande, les réseaux sociaux et les services de visioconférence. La vidéo semble occuper à peu près 82% de trafic Internet. Donc, pour permettre le stockage ou même la transmission de la vidéo, il faut recours aux algorithmes de codage vidéo qui permet de minimiser la taille de la vidéo tout en minimisant l'impact sur la qualité. Par exemple, ici, une vidéo est acquise en petits morceaux à travers une caméra qui utilise un encodeur temps réel implémentant un standard de codage vidéo. Donc, ici, on code la vidéo et l'envoie vers un serveur implémentant un standard de diffusion de vidéos sur Internet qui diffuse le contenu sur Internet pour être visualisé par l'ensemble des utilisateurs. Pour cela, plusieurs standards de codage ont été développés principalement par les deux organismes de standardisation ISO-IMPEG et ITUT. Donc, les premiers efforts de standardisation, notamment la norme H261, est apparue aux années 90, juste après l'apparition de la technologie de la vidéo numérique. À l'ère actuelle, l'état de l'art est présenté par la norme HAVC qui peut encoder des vidéos dont la résolution peut atteindre le 4K. Toutefois, une demande croissante pour la diffusion de vidéos de très grande résolution et des applications immersives ont émergé ces dernières années. Pour cela, la norme VVC est sortie en juillet 2020 pour donc répondre à ce besoin. Donc, cette norme peut apporter jusqu'à 40% de réduction en débit binaire par rapport à son prédécesseur HEVC. Comme tous les standards de ITU et ISO-IMPEG, la norme VVC se base sur l'approche du codage hybride, combinant principalement la prédiction intra et inter, avec aussi la transformée et le codage anthropique. Donc, les images de la vidéo sont tout d'abord partitionnées en des blocs carrés qu'on appelle coding tree units, qui sont divisés ensuite en des blocs encore plus petits qu'on appelle des coding units. Donc, ces blocs, à chacun de ces blocs, l'encodeur associe un mode de prédiction intra. Donc, l'intra sert à réduire la redondance spatiale en utilisant les pixels reconstruits voisins, ou inter, qui permet de réduire la redondance temporelle en utilisant les images suivantes et précédentes. Donc, dans l'inter, on parle de la prédiction unidirectionnelle et bidirectionnelle. Donc, cela va permettre la génération de signal de prédiction qui va être soustrait des signaux originaux afin de former les signaux résiduels. Donc, les signaux résiduels subissent ensuite une transformée et quantification puis codage anthropique, formant ainsi le bitstream. Donc, le résiduel, après avoir subi une transformée et quantification inverse, s'ajoute avec les signaux de prédiction afin de fournir le signal reconstruit. Donc, le signal reconstruit va passer à travers des filtres qui vont minimiser l'impact de l'encodage et former le signal, l'image reconstruite. Donc, l'image reconstruite va être ensuite stockée dans le tampon des images reconstruites afin de participer dans des prédictions futures, notamment des prédictions inter. Donc, par rapport à la norme HEVC, la norme VVC a apporté
pour plusieurs améliorations révolutionnelles. Par exemple, en ce qui concerne l'étape de partitionnement, la norme VVC propose une nouvelle structure qui s'appelle le Quadri-Witnessed Multitype. Donc, cette structure propose 6 modes de division possibles, notamment la division qui était en 4 blocs, celle de la norme HEVC, et la division des divisions BT et TT en des blocs rectangulaires, soit donc une division en 2 blocs rectangulaires, soit une division en 3 blocs rectangulaires. Donc, on peut trouver qu'il y a 2 manières, en fait, manière horizontale ou verticale. En ce qui concerne la prédiction intra, qui présente le thème principal de cette thèse, la norme VVC a étendu le nombre de modes intra-angulaires pour atteindre le 65 modes avec le mode d'essai et planaire. De plus, la norme VVC ajoute plusieurs outils intra qu'on va expliquer plus tard dans la présentation. Donc, toutes ces améliorations visant à améliorer l'efficacité de codage se font au déterminant d'une complexité accentuée par à peu près 30 fois la complexité de la norme HEVC. Par ailleurs, la norme VVC implémente un contrôleur d'encodage qui vérifie pour chaque paramètre la distorsion et le nombre de bits d'encodage nécessaires afin de trouver la meilleure combinaison. Donc déjà, on peut voir que cette vérification peut se voir comme une minimisation de critères de débit de distorsion et donc c'est une optimisation combinatoire. D'après un profilage qu'on a effectué sur l'encodeur VVC, on peut voir déjà que la recherche exhaustive RDO, donc l'optimisation combinatoire des paramètres d'encodage, peut prendre jusqu'à 90% à 99% de ton encodage. Et ça, c'est normal en ajoutant des améliorations ou de nouveaux outils au niveau de différentes étapes de l'espace de l'approche de codage hybride, par exemple pour le partitionnement, les modes intra, ainsi de suite. Donc, l'espace de la recherche augmente, ce qui augmente systématiquement le temps d'encodage. Donc, cette conclusion rend clair qu'investiguer et proposer des optimisations au niveau de la recherche exhaustive RDO est primordial quant à l'implémentation de cet encodeur sur de plateformes embarquées limitées en ressources de calcul, de mémoire et de consommation d'énergie. Donc, cette thèse vocalise sur le module intra, de prédiction intra, et elle propose 3 contributions majeures. Une étude approfondie de la complexité de la prédiction intra, deux approches basées sur des modèles d'intelligence artificielle avancée, notamment des modèles CNN multitâches et du modèle d'assemblage basé sur un algorithme LightGBM. Donc, avant de commencer nos travaux, nous avons considéré les conditions de test suivantes. Nous avons utilisé le logiciel de référence BTM 8 et 10. Nous avons utilisé une plateforme qui est présentée par un cluster HPC de Ubeto 64 bits avec 112 Go de RAM. Et nous avons aussi considéré les conditions de test comme il a défini par le groupe GVET, qui est responsable du développement de la nouvelle génération de codage vidéo. Donc, les vidéos qu'on a utilisées pour effectuer les simulations, ce sont des vidéos qui viennent de diverses classes, donc contiennent divers contenus et ont diverses résolutions. Donc, on a aussi étudié l'augmentation en débit binaire et la réduction en complexité résultante. Pour le modèle, on a évalué le modèle par sa précision et aussi à travers sa capacité de généraliser sur de nouveaux échantillons. Donc, passons aux contributions. Donc, notre première contribution est une étude approfondie de la complexité de la prédiction intra.
La prédiction intra est l'étape de codage qui permet de réduire la redondance spatiale. Comme on peut le voir, celle-ci permet de prédire un bloc en cours en utilisant des blocs reconstruits voisins, en utilisant un mode de prédiction intra ou un angle de prédiction intra. Donc, on peut le voir ici, les pixels se sont générés au fur et à mesure en utilisant les pixels reconstruits voisins. Afin d'améliorer l'efficacité de la prédiction intra, la norme VVC, comme déjà mentionné, a étendu le nombre de modes intra-angulaires pour atteindre le 65 modes intra en gardant les modes lissés et planaires. La norme aussi propose plusieurs techniques ou outils intra qui sont très révolutionnels. Parmi ceux-ci, on trouve la méthode de codage intra avec les 6 modes les plus probables. Donc, les 6 modes les plus probables, ce sont des modes qui permettent de réduire le nombre de bits d'encodage et ils sont générés en utilisant les modes des blocs au-dessus et à gauche de blocs en cours. Donc, ça, c'est fait à travers plusieurs conditions. Par exemple, ici, quand on prend que ces modes sont des modes non angulaires, donc des modes DC ou planaires, donc on trouve que la liste est la suivante. Donc, la liste comprend des modes planaires, DC, mode horizontal, vertical, ainsi de suite. Aussi, le NIP a été proposé pour générer le signal de prédiction en utilisant une multiplication matricielle avec l'addition d'un offset. Donc, pour cela, elle ajoute 32 modes intra qui présentent la matrice et le vecteur d'offset utilisé. L'ESP est aussi une technique très intéressante qui permet de diviser d'une manière horizontale ou verticale le bloc en 2 ou 4 sous-partitions dans lesquelles le même mode intra est utilisé. Finalement, le MRL qui permet d'utiliser non seulement les lignes de référence les plus proches, mais aussi les lignes de référence les plus éloignées afin de générer les signaux de prédiction intra. Il faut déjà noter que pour l'MRL, on utilise juste la liste de 6 modes les plus probables. On peut appliquer l'MRL sur d'autres modes intra. Donc, afin de sélectionner les meilleurs modes intra parmi ces différents outils et modes intra, donc la norme VVC utilise la recherche exhaustive RDO en un processus qui se manifeste en 3 étapes. Donc, la première étape s'appelle le Routh Mode Decision. Donc, le Routh Mode Decision permet de sélectionner un meilleur candidat parmi les 67 modes intra-réguliers. Ce sont les 65 modes angulaires avec les modes DC et planaires. Donc, le nombre de ce candidat varie entre 2 et 8. Puis, cette liste est raffinée en utilisant 3 décisions principales qui sont les Amaral Decision, les MIP Decision et le Most Probable Mode Decision. Donc, pour le MRL Decision, elle va ajouter les modes les listes de 6 modes les plus probables d'indice 3. Et pour le MIP, elle va ajouter les meilleurs modes MIP qui ont été sélectionnés par cette décision. Et finalement, le Most Probable Mode Decision, elle va ajouter les 6 modes les plus probables réguliers s'ils ne sont pas déjà inclus dans la liste. Et finalement, cette liste, elle va être évaluée par une dernière étape qui va permettre la sélection de meilleurs modes intra. Donc, cette étape s'appelle le Final IPM Decision et elle peut aussi tester de mode ISP si la condition de test ISP est satisfaite. Donc, afin d'optimiser la recherche exhaustive RDO pour la prédiction intra, nous avons consacré la première partie de la thèse pour mieux comprendre ou étudier la complexité de cet encodeur. Donc, parmi les clés que nous avons effectuées, c'est l'étude qui étudie la limite de réduction de la complexité qu'on peut achever lorsqu'on désactive la recherche exhaustive RDO pour les étapes de la prédiction intra. Pour cela, on a exécuté 2 passages donc, de la recherche RDO. Donc, le premier passage permet de collecter les meilleurs modes intra.
donc à partir des étapes de décision de mode intra, et puis par la suite, ces modes sont réinjectés vers en fait l'encodeur pour quantifier la limite de réduction de la complexité qu'on peut atteindre quand on désactive la recherche exhaustive RDO. Ainsi, 5 configurations ont été utilisées. Donc, le E ici indique que la recherche exhaustive RDO est activée et le D ici indique que la recherche exhaustive RDO est désactivée pour l'étape en question. Donc, les résultats ont montré qu'on peut atteindre entre le 9 et le 32% pour le temps d'encodage total et entre 12 et 43% pour la prédiction intra tout seul. Donc, on peut déjà remarquer que la meilleure réduction de la complexité est atteinte dans la configuration C4 quand on désactive la sélection de meilleur mode intra. Donc, on peut déjà voir que le gain a monté d'une manière significative et ça, c'est normal parce qu'on a trouvé que cette étape est l'étape la plus gourmande en termes de temps d'exécution pour la décision de mode de prédiction intra. Donc, son désactivation va nous permettre donc systématiquement de gagner donc une réduction de la complexité importante. Donc, afin de mieux comprendre cette étape, donc le Final IPM Decision qui permet de décider le meilleur mode intra, on a effectué une étude statistique qui va essayer de comprendre le comportement des sélections pour chaque profondeur de la structure KTMT. Donc ici, je présente les listations de profondeur donc pour la structure KTMT. En revanche, la profondeur MT0, c'est la dernière profondeur qui était avant MT. Et le MT4, c'est la dernière profondeur MT de la structure en fait KTMT. Donc, celle-ci peut atteindre jusqu'à le MT5 si la taille du bloc dépasse les frontières de l'image. Donc, voici déjà un tableau qui résume tous ces paramètres. Par exemple, la taille du CTO dans la structure KTMT est définie par 128 fois 128. Donc, les résultats de cette étude ont montré que le meilleur mode intra est souvent un mode régulier qui appartiennent à la liste de 6 modes les plus probables, mais peut aussi être sélectionné parmi d'autres modes additionnels, donc autres que le 6 modes les plus probables, et ça grâce à la richesse de texture de certains vidéos dans le CTC. Aussi, la sélection des meilleurs modes intra peut dépendre de l'outil intra utilisé. Par exemple, ici, pour l'ESP, on peut remarquer la sélection de meilleurs modes intra a été faite à partir de plusieurs directions de prédiction. Et ça permet d'incrémenter encore plus l'efficacité de codage. D'ailleurs, les outils intra présentent différents compromis entre la complexité et l'efficacité de codage. Par exemple, ici, on a trouvé que le MIP, par exemple, augmente de 12% le temps d'encodage pour moins de 1% d'amélioration de réduction de la complexité, de l'efficacité. Donc, pour conclure, on a trouvé à partir de cette étude de la complexité que la prédiction intra peut nous offrir jusqu'à 32% de réduction de la complexité. Donc, et cela est atteint principalement lorsqu'on désactive la sélection de meilleurs modes intra qui présente l'étape la plus gourmande en termes de temps d'exécution. Donc, la sélection de meilleurs modes intra s'est fait généralement parmi les modes intra-réguliers qui appartiennent à la liste de ces modes les plus probables, mais elle peut aussi dépendre de la texture de la vidéo et aussi des outils intra utilisés. Donc, la deuxième contribution de cette thèse est une décision de mode intra en utilisant un CNN multitâche. Donc, l'idée est d'essayer de prédire les outils intra qui vont être testés par la recherche exhaustive RDO pour la prédiction intra en utilisant un seul CNN multitâche. Donc, cela va nous permettre par la suite de réduire l'espace de recherche et donc réduire le temps d'exécution.
Donc, le CNN multitâche est utilisé pour prédire 5 vecteurs de probabilité indiquant l'utilisation de l'outil intra. Et puis, c'est là, donc, c'est fait pour un bloc de taille 64 x 64. Ensuite, ces vecteurs de probabilité se sont utilisés dans l'encodeur VVC afin de réduire l'espace de recherche en prédictant 2 milliards deux meilleurs outils intra à partir de 7 vecteurs. Voilà. Donc, on a utilisé également les lignes de référence MRL qui influent fortement sur la sélection du meilleur mode intra afin de générer ces vecteurs de probabilité. Donc, voici l'illustration de vecteurs de probabilité. Si la première valeur de vecteur présente le premier sous-bloc 4x4 du bloc 64 x 64 qu'on utilise en fait pour faire la prédiction au niveau de CNN multitâche. Et la dernière valeur présente les derniers sous-blocs 4x4 du bloc 64 x 64. Comme on peut le voir déjà, les valeurs, ce sont entre les 0 et 1, donc ce sont des probabilités. Donc, si le valeur est très proche de 0, donc on peut dire que l'outil ne va pas être utilisé pour le sous-bloc en question. Et sinon, si on a la valeur est très proche de 1, donc l'outil va être utilisé pour le sous-bloc en question. Afin de construire notre base de données, nous avons utilisé la base de données publique des images publiques div2k. On a concaténé les images comme une pseudo-vidéo afin de permettre son encodage par l'encodeur VVC, parce qu'on parle déjà des vidéos. Et donc, cela nous permet déjà de générer les blocs 64 x 64 et la vérité terrain. Donc, pour la vérité terrain, on a collecté des informations à partir de l'encodeur qui concerne le mode intra. Donc, cela a été fait par une présentation d'arbres. Et puis, donc, ces informations ont été transformées en des vecteurs de probabilité entre le 0 et le 1. Donc, les réseaux que nous avons utilisés, c'est un CNN multitâche inspiré par le réseau RASNet. On a consacré des couches entièrement connectées avec des couches dropout pour construire les couches spécifiques en fait, qui vont permettre la prédiction de vecteurs de probabilité. Et pour l'extraction de caractéristiques, on a laissé cette étape comme partagée entre tous les outils intra afin d'avoir une présentation commune entre tous les outils intra. Donc, la fonction de perte qu'on a utilisée pour les outils intra, c'était le Weighted Binary Cross Entropy. Et donc, le choix de cette fonction de perte est motivé par le déséquilibre de notre base de données. Donc, on peut déjà remarquer que le mode régulé présente jusqu'à 77% de notre base. Donc, ils vont influer fortement sur la performance et la sélection. Aussi, les déséquilibres de données peuvent causer des surapprentissage. C'est pour cela qu'on a utilisé le early stopping afin d'assurer la convergence de notre modèle. Donc, l'early stopping, c'est une technique qui permet d'arrêter l'entraînement quand la perte en validation reste constant ou commence à incrémenter. Donc, on est dans le cas de surapprentissage. Donc, puisque la décision de meilleure partition peut présenter des gains en complexité allant jusqu'à le 91 d'après une étude antérieure, donc on a eu l'idée de combiner notre approche avec un travail antérieur réalisé par mon collègue Alexandre Tissier en 2020. Donc, l'idée est d'utiliser, donc en premier lieu, d'utiliser l'idée, en premier lieu, d'utiliser un CNN multitâche pour faire la prédiction simultanée de ces deux tâches, en fait, les outils intra et la décision de meilleure partition. Donc, pour la décision de meilleure partition, voici l'illustration de vecteurs de probabilité. Donc, la première valeur présente
La première valeur représente les frontières au-dessus des sous-blocs 4, du premier sous-bloc 4x4 du bloc 64x64. Et la deuxième valeur présente les frontières à gauche du premier sous-bloc 4x4 du bloc 64x64. On peut le voir déjà, c'est toujours en fait des vecteurs de probabilité. En fait, les valeurs ce sont entre les 0 et 1. Donc, si la valeur est très proche de 0, donc les frontières en question, ce n'est pas une frontière de division QTMT. Sinon, si la valeur est très proche de 1, donc le frontière est probablement une frontière de division QTMT. Donc, toujours, le réseau utilisé, c'est un réseau inspiré par ResNet. Et ici, on peut déjà remarquer qu'on a partagé l'extraction de caractéristiques entre les deux tâches, la décision de meilleure partition et les outils intra. Donc, ici, la fonction de perte est la somme entre deux fonctions de perte principales. Donc, pour la décision des meilleures partitions, on a utilisé le mean squared error. Et pour les outils intra, on a utilisé le weighted binary cross entropy comme pour la configuration précédente. Donc, la dixième configuration ou la dernière configuration qu'on a utilisée a été de séparer en fait ces deux tâches en utilisant donc un CNN multitâche pour les outils intra, comme la configuration qu'on a appelée la configuration A, et un CNN monotâche pour la décision de meilleure partition. Donc, afin d'entraîner et évaluer notre modèle, donc on a utilisé la base, on a divisé la base en trois sous-ensembles. Donc, 99% de la base était consacrée pour l'entraînement, dont 10% sont utilisés pour la validation de convergence de modèle. Et finalement, 1% est réservé pour voir si le modèle est capable de généraliser sur de nouveaux échantillons. Donc, on a utilisé Adam pour optimiser le poids de modèle et Adam présente déjà une version améliorée de recherche de son de gradient, ce qui va permettre la convergence de CNN multitâche. En ce qui concerne les résultats, par exemple, pour la tâche de décision des meilleures partitions, on peut remarquer que dans la configuration où on combine ces deux tâches ensemble avec un CNN multitâche, on peut remarquer qu'il y avait un bruit en fait causé par les outils intra sur cette tâche, ce qui présente un risque important de surapprentissage. Pour les outils intra, on peut voir déjà que les modes réguliers qui sont très présents dans la base, on a une meilleure performance de modèle avec 50% de F1 score, mais les outils intra-supplémentaires qui sont moins présentés dans la base, comme la MRL par exemple, et les décès, la performance n'était pas très satisfaisante. C'est pour cela qu'on a essayé de raffiner le seuil de prédiction afin de voir si le modèle peut aboutir à une performance meilleure si on varie le seuil. Donc, c'était déjà le cas. On a remarqué en fait l'amélioration de F1 score pour les autres outils, mais en comparaison avec la configuration A et C, en fait, qui présente la séparation de ces deux tâches, on peut voir en fait que la performance qui était donc diminuée par rapport donc à ces configurations. Et ça, c'est particulièrement pour les modes réguliers dans lequel la performance a vraiment chuté d'une manière libre. Et donc, les modes réguliers, c'est vraiment très critique de garder une performance qui est suffisante parce que ce sont les modes les plus sélectionnés depuis l'étude statistique. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé de garder les configurations A et C et de ne pas en fait continuer avec la configuration B. Puisque notre modèle n'a pas en fait donné des performances qui sont très satisfaisantes, particulièrement pour les outils intra dans lesquels les échantillons positifs se sont moins présents dans la base. Nous avons combiné notre méthode avec, avec la méthode antérieure, donc en utilisant plusieurs conditions.
Donc, premièrement, au niveau de VTM, on lance en fait la prédiction, on regarde si le modèle nous donne deux meilleurs outils intra. Donc, si c'est le cas, donc on regarde la nature de ces deux meilleurs outils intra. Donc, si ce sont des modes réguliers d'essai ou planaire, donc on réduit le nombre de candidats à deux parce qu'on est sûr en fait que le mode d'essai et planaire vont être sélectionnés parce que ce sont les plus sélectionnés. Et donc, le test va être exécuté seulement sur le décès planaire avec les candidats aussi ISP, parce qu'on n'a pas touché à l'outil ISP. Sinon, si les modes réguliers, planaires, décès ne sont pas parmi les meilleurs outils intra qu'on a prédit à travers le signal multitâche, on ignore le test ISP parce que l'ISP sélectionne souvent des modes décès ou donc planaire et dépend fortement sur le mode régulier. Donc, cela va nous permettre d'ignorer le test ISP pour gagner encore plus dans la réduction de complexité. Sinon, les modes intra, les outils intra autres que les modes Amaral se sont ignorés. Donc, on a trouvé déjà que le Amaral ne donne pas une réduction de la complexité qui est importante. Donc, pour nous, ce n'est pas grave de laisser la recherche exhaustive RDO faire en fait le test pour le Amaral. Voilà. Donc, pour la configuration A, qui présente un CNN multitâche qui est utilisé juste pour prédire les outils intra, on peut atteindre jusqu'à 25% de réduction de la complexité pour des pertes en débit binaire négligeables. Et pour la configuration C, quand on ajoute aussi la tâche de décision de meilleure partition, on peut atteindre jusqu'à le 60% pour moins de 3% en débit binaire. En comparaison avec l'état de l'art, on peut trouver que notre méthode permet une bonne réduction de la complexité, donc entre 25 et 60%, avec des pertes qui sont très proches de l'état de l'art. Donc, pour conclure, cette méthode nous a permis d'avoir jusqu'à 60% de réduction de la complexité pour moins de 3% en débit binaire. Donc, la prédiction aussi simultanée des outils intra permet de réduire le temps d'inférence de modèles au niveau de l'encodage VVC et permet aussi d'ouvrir des implémentations matérielles intéressantes telles que le parallélisme ou l'accélération par un GPU. Donc, la dernière contribution est une décision de main d'intra basée sur un modèle d'assemblage qui est un Light GBM. Donc, l'idée ici est plutôt de ne plus en fait utiliser la notion de bloc 64 x 64, mais plutôt d'utiliser des classifieurs, donc 5 classifieurs binaires pour les outils intra, pour chaque bloc de taille H fois W. Donc, on a entraîné pour chaque bloc 5 classifieurs binaires qui correspondent aux outils MIP, Regular, Most Probable, Planaire et Angulaire. On peut déjà remarquer que par rapport à la première contribution, on a ajouté deux outils intra donc supplémentaires et l'intégration en fait au niveau de VTM se fait de la même manière donc en sélectionnant les meilleurs outils intra et réduisant l'espace de recherche au mode intra qui correspond à ces outils intra. Donc ici, donc pour limiter aussi le temps de développement, on a juste fait d'entraînement sur du bloc carré. Donc, parce que l'XTMT présente pas mal en fait de divisions, donc ça sera quand même en fait très long de développer plusieurs modèles pour tous les tailles. Donc, la base qu'on a utilisée, c'est toujours la base des images publiques du cas, mais ici, au lieu d'utiliser les pixels du bloc, on a utilisé des vecteurs de caractéristiques qui sont relatifs, par exemple, à la texture. Ici, on voit la variance, le contraste, aussi les gradients horizontales, verticales, ainsi de suite. Et aussi, on a utilisé des paramètres d'encodage qui peuvent avoir une influence sur la sélection.
Donc, principalement ici sont les lignes de référence. Donc, comme le cas pour un CNN multitâche, les classifieurs binaires ont besoin d'une étiquette qui va les guider dans la prédiction si l'outil est utilisé dans le bloc en question ou pas. Donc, c'est pour cela qu'on a transformé les informations qu'on a collectées sur le milliard mode intra en des étiquettes, donc des valeurs de 0 et 1. Toujours, en fait, le 0 signifie que l'outil n'est pas utilisé, le 1 signifie que l'outil est utilisé. Donc, comme déjà mentionné, on a entraîné 5 classifieurs binaires, donc basés sur l'algorithme LightGBM. Et ça, c'était pour chaque taille allant de 64 x 64 jusqu'à le 4 x 4. Donc, le LightGBM, c'est déjà un modèle d'assemblage qui se base sur une combinaison des arbres de décision. Donc, les arbres se sont ajoutés de fur et à mesure afin de réduire l'erreur résiduelle de prédiction. Donc, pour améliorer un arbre de décision de base. Toujours, on est face à une base de données déséquilibrée, donc c'est essentiel de proposer des techniques qui vont lutter contre l'effet de cette base déséquilibrée. Donc, pour cela, on a choisi ici donc d'utiliser le sous-échantillonnage de classe majoritaire. Donc, on a essayé d'éliminer des sous-échantillons de classe majoritaire afin d'avoir une distribution équitable entre les deux classes, sans les 0 et les 1. Aussi, on a utilisé le cross-validation qui permet aussi d'améliorer la performance du modèle. Et vu le nombre de paramètres importants qui présentent le LightGBM, on a préféré d'utiliser un algorithme de fine-tuning afin d'accélérer la convergence en fait, de notre entraînement, en fait, de trouver la meilleure combinaison de paramètres d'entraînement et n'est pas passé beaucoup de temps à décerner ça. Donc, on peut remarquer dans le résultat que la séparation des outils intra en plusieurs modèles permet d'améliorer la performance du modèle. On peut voir déjà un score qui sont encourageants, mais finalement, on peut remarquer quand même l'absence de quelques tailles pour les outils, par exemple le MIB, on trouve des tailles, par exemple le 8x8, le 4x4 sont pas présents dans ce tableau parce qu'on a trouvé en fait des échantillons qui sont très faibles, donc on n'a pas pu entraîner LightGBM sur ces tailles. Donc le LightGBM est très sensible au apprentissage dans des bases qui sont de faible taille, donc c'était un peu vraiment difficile que le modèle converge pour ces tailles. Aussi, on a voulu bien intégrer l'outil, par exemple, ISP, l'EDC, ainsi de suite. Et donc, ça n'était pas possible à cause aussi de manque d'échantillons d'entraînement. Donc, tous ces problèmes ont malheureusement empêché l'obtention d'un bon compromis entre la complexité et l'efficacité du codage. Et ça, c'est particulièrement pour les vidéos dont la résolution est très grande. Donc, pour les vidéos de résolution importante, les blocs par exemple, les petits blocs sont souvent sélectionnés. Aussi, les outils comme le MIP, le ESP sont aussi souvent sélectionnés. Donc, c'était l'effet de ce problème qu'on a rencontré était plus visible dans ces vidéos. Par contre, quand on regarde déjà le résultat pour les autres classes, donc les pertes en débit binaire, sont très faibles. Donc, ce qu'on encourage à améliorer le résultat de cette méthode, par exemple, en adaptant la base de données à l'outil intra et la taille de bloc, en utilisant aussi un modèle d'assemblage plus adapté aux bases de données de faible taille, par exemple comme le Random Forest, qui sont moins sensibles au surapprentissage, et aussi ajouter des blocs rectangulaires qui présentent vraiment qui nous a permis d'avoir une réduction de la complexité plus importante parce qu'ils sont souvent sélectionnés, sont aussi nombreux. Donc, pour conclure, on peut atteindre en utilisant cette méthode jusqu'à le 15% de réduction de la complexité pour plus de 1% d'incrémentation du débit binaire, ce qu'on considère comme insuffisant. Par contre, les résultats peuvent être améliorés en
en proposant des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, comme déjà mentionné tout à l'heure. Donc, cette thèse a permis d'étudier la complexité de la prédiction intra de la norme PVC tout en mettant l'accent sur la sélection des meilleurs modes intra. Donc, elle propose plusieurs optimisations innovantes basées sur des méthodes d'intelligence artificielle avancées comme le multitâche et le modèle d'assemblage. Donc, pour le multitâche, il nous a permis d'avoir jusqu'à 60% de réduction de la complexité pour moins de 3% d'incrémentation en débit binaire. Et pour les modèles d'assemblage, nous a permis d'avoir jusqu'à 15% de réduction de la complexité pour plus de 1% d'incrémentation en débit binaire. Donc, comme futurs travaux, nous envisagerons d'effectuer encore plus des études statistiques afin de comprendre, plus comprendre la relation entre le ski intra avec la zone d'encodage. En fait, ça va nous permettre d'améliorer nos bases de données, de le plus adapter en fait à l'outil, aux tailles du bloc, et aussi d'améliorer les résultats de la dernière contribution en ajoutant par exemple des classifieurs binaires pour les tailles rectangulaires. Pour les deux approches, on pense aussi à proposer une implémentation matérielle efficace pour des plateformes embarquées multicœurs, d'étendre le travail pour la prédiction inter, qui présente aussi un module qui est plus complexe que celui de la norme HVC. Donc, par ailleurs, pour la prédiction intra, dans la VVC, il y avait pas mal en fait aussi des outils qui ont été ajoutés afin d'estimer le vecteur de mouvement, afin aussi de faire la signalisation. Et donc, ça mérite d'avoir aussi des approches qui réduisent la complexité. Voici les publications qui sont ici de cette thèse. On a pu publier deux revues journal Q1 et Q2 avec une conférence I3E. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup.